N'importe quel business, aujourd'hui, tu peux pas dire, «Je m'occupe pas de mon e-commerce» ou, «Je réfléchis pas en tout cas, je réfléchis pas à mes réseaux, je réfléchis pas à ma communication digitale», quoi, en gros, quoi. C'est un peu ce qu'on s'est rendu compte, que ce soit pour la politique ou le e-commerce. On a l'impression qu'il y a quelque chose de culturel en Suisse, où les gens ils sont un peu plus frileux et un petit peu moins innovants. Je me demande aujourd'hui encore si ce tram en ville de Genève, tout l'argent que j'ai mis là-dedans, j'aurais pas mieux fait de mettre 10 000 francs, sur du digital encore, donc du SEO par exemple. Si tu occupes pas ce terrain-là, d'autres vont l'occuper pour toi en fait. Donc à un moment, ça va probablement devenir une menace existentielle. Comment vous faites pour concilier l'engagement social et l'équilibre économique? Mais il faut dire, la vérité, c'est que quand je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait rien. Ça veut dire il y avait juste un logo, il y avait pas de site internet, il y avait pas de communication qui avait été faite là autour. Donc il a fallu, tout créer de A à Z. Si j'avais mis dès le départ 100 000 balles dans un site e-commerce, peut-être il aurait fonctionné parfaitement dès le départ, mais en tout cas avec les Pas budgets, sûr. voilà, pas Ouais, sûr. pas sûr. c'est pas, c'est pas ce qu'on voit, nous. C'est pas ce que vous Non, c'est voyez. clair. Non. Non, non, non. Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Bienvenue Peter, ancien journaliste et aujourd'hui coordinateur à Lozeo Genève où tu pilotes Ecodom Service, l'acteur éthique du ménage et de l'aide à domicile à Genève. Engagé dans la lutte contre le travail au noir, Ecodom place la déclaration légale, le 13e salaire, la couverture, AVS et surtout l'insertion professionnelle au cœur de son action. Tu as eu un parcours qui est assez riche entre le journalisme et l'engagement social. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre les rênes d'Ecodom? Et Codom, c'est arrivé de par mon poste à l'Oseo. Donc l'Oseo, c'est une association qui fait de l'intégration à Genève, la principale à Genève et en Suisse. Et dans l'Oseo, on a cette agence qui s'appelle Ecodom et qui est une agence de services de ménage à domicile, en particulier pour les seniors, et puis une agence qui se veut éthique. Et j'ai pris ça dans le package Oseo, mais il faut dire la vérité, c'est que quand je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait rien. Ça veut dire il y avait juste un logo, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de communication qui avait été faite là autour, donc il a fallu tout créer de A à Z. Et Gros du coup, projet. gros projet. Ça m'a pas mal occupé. On a été le site internet, vous l'imaginez que vous faites du e-commerce, donc vous vous rendez compte le nombre de développements successifs qu'on a eu. Moi, c'était aussi la première fois que je faisais ça. Alors évidemment, on s'accroche à une agence qui maîtrise la chose, mais il faut aussi soi-même un peu comprendre le fonctionnement pour pouvoir améliorer l'outil. Donc ça a été je pense pendant 4 ans, on a lancé une première version du site, je pense en 2021, et ensuite il y a eu trois gros relaunchs depuis, avec des introductions de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités quoi dans le site. Et c'était à ton initiative ces nouvelles versions? Alors, la première, c'était une nécessité. Donc, on avait besoin d'un nouveau type de clientèle. On avait une clientèle qui venait uniquement de nos partenaires institutionnels, comme l'IMAD, par exemple. Donc, ça venait de là. Et puis, on a dû s'ouvrir à la clientèle privée. Et donc, pour s'ouvrir à la clientèle privée, même d'un certain âge, il fallait commencer à communiquer, il fallait commencer à avoir un site internet qui fonctionne et tout. Donc, on a la première version, elle a été effectivement développée avec ma direction, avec pas mal de personnes en interne d'Ecodom, etc. Puis ensuite, les updates, les nouvelles formules, ça a plutôt été moi qui suis venu avec la consultante, en l'occurrence, c'est Émilie qu'on voit là. Euh, on a proposé des nouvelles versions et des nouvelles fonctionnalités dans les années qui ont suivi, pour essayer tout simplement de coller et puis que le site reste performant. Parce que je disais toujours à Émilie, on peut prendre le temps, etc. Mais à un moment donné, il faut que ce site il soit performant et qu'il nous amène une vraie clientèle. Quand tu dis performance, c'est-à-dire que toi, tes clés de lecture, les indicateurs qui te permettaient de définir si oui ou non il était performant, c'était quoi? Alors c'était plutôt parce que on n'est pas
on n'a pas l'infrastructure technologique de Batman, par exemple, qui permet de tout automatiser. Donc, on n'a pas forcément tous les bons, on n'a pas forcément en direct les retours en fait sur certains types de performances que, par exemple, certains concurrents pourraient observer. Donc, moi, je me suis basé surtout, et c'est pas suffisant évidemment, mais on est en train d'essayer de faire le nécessaire pour le changer aussi maintenant, sur le nombre de mails, sur le nombre de demandes de contact, sur le nombre de ménages aussi qui ont été achetés en ligne aussi directement, parce qu'évidemment on peut les acheter aussi en ligne, et puis euh, sur le nombre aussi de demandes de devis aussi qui sont arrivées. Et là, on a vu effectivement, puis la progression aussi du nombre de vues du site. Et puis là, on a vu effectivement que ces 2 dernières années, on va dire, il y a eu pour un autre niveau. Hein, bien Ouais, entendu, bien il y a sûr. eu une explosion, mais il y a eu une vraie explosion. Bah, ça, c'est un indicateur qui est effectivement celui de base, hein, comme tu dis, Peter, que ce soit pour un site e-commerce ou un site qui n'est pas marchand, l'indicateur de performance du site, c'est effectivement les visites, quoi, tout simplement. Moi, je fais souvent cette analogie quand on me parle, quand on me dit, ah tiens, un e-commerce, j'ai un super e-commerce, j'ai un super site, il est beau et tout ça. Puis moi, souvent, ma première question, c'est d'accord, mais vous avez combien de visites par mois? Et alors parfois, déjà, c'est le blanc après, c'est le calme plat. Et je fais souvent cette analogie, c'est, je dis, c'est un e-commerce, c'est comme si ça peut être aussi beau soit-il, hein, c'est-à-dire que quand tu rentres dedans, c'est le même, mais il peut être dans une zone industrielle, en périphérie de la ville, au sous-sol, ou alors dans la rue la plus commerçante, tu vois, à Confédération, où t'as, je sais pas, des milliers de personnes qui passent devant chaque jour. En fait, un site e-commerce, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si tu peux l'avoir le plus beau possible avec la meilleure offre, si personne ne le visite parce que t'es tellement loin des gens, ça, malheureusement, ça a pas beaucoup d'intérêt. C'est exactement ça, quoi. On a essayé d'analyser beaucoup le parcours utilisateur, quoi, tout simplement, et puis d'améliorer chaque étape pour l'utilisateur. Et puis c'est vrai que ça m'a un tout petit peu au début, ça m'a un peu heurté parce qu'on avait fait un site visuellement et graphiquement qui était beau, qui selon moi était fonctionnel. Puis après on s'est rendu compte en analysant le parcours d'utilisateur sur notre site qu'en fait il y avait des trucs qui jouaient pas du tout. Et qu'il fallait qu'on aille faire plus de simplification. C'est pas une démarche facile, c'est une démarche qui se fait vraiment en observation sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas du Ouais, jour au clairement. lendemain. À mon sens, en tout cas, nous, avec les budgets qu'on avait, ça veut dire que peut-être que si j'avais mis dès le départ 100 000 balles dans un site e-commerce, peut-être il aurait fonctionné parfaitement dès le départ. Mais en tout cas, avec les Pas budgets, sûr. voilà, pas Ouais, sûr. pas sûr. C'est pas, c'est pas ce qu'on voit, nous. C'est pas ce que vous Ouais, c'est voyez. clair. Non. Non, non, non. Et alors toi, Peter, dans ce poste qui est le tien, est-ce que les personnes à qui tu devais éventuellement rendre des comptes sur ces aspects-là, elles ont compris la démarche? Parce que c'est quand même, faut expliquer quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont pas éduqués sur les questions de site internet, de performance et tout, peut-être c'est pas évident pour eux de comprendre que tu dois faire une deuxième, une troisième version, une quatrième peut-être, parce que t'as déduit, t'as observé des éléments qui devaient être changés. Est-ce que t'as eu ces difficultés-là ou pas? Ah, complètement. Après, j'ai eu de la chance d'avoir, j'ai des personnes qui travaillent avec moi de la direction qui sont, qui même si elles sont pas, elles ont pas un profil à 100% digital, mais elles sont capables de comprendre. Malgré tout, la difficulté, c'est la vulgarisation justement. C'est pas saouler les gens aussi avec les nouveaux éléments techniques à l'interne, parce que pour Ouais, moi, c'est super important d'avoir euh, le moyen de paiement avec en un clic ou peut-être deux, que la case, la box de vente, elle soit à tel endroit ou tel endroit. Mais en fait, les gens, 95% des gens, tu les saoules avec ça. Surtout en entreprise. Donc j'ai appris à faire des résumés du projet le plus simple possible pour que les gens ils disent ah super on va y aller mais c'est vrai que c'est cette vulgarisation et faire comprendre pourquoi ça coûte 1500 francs ou 1600 francs de changer juste un élément dans le
dans l'outil de commande, ben c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et puis encore aujourd'hui, ben je me bats. On en parlera tout à l'heure sûrement. On a fait pas mal de référencement. On s'est pas mal battu là-dessus avec en mode SEO. Et puis les résultats, en fait, le seul truc qui intéresse, c'est le graphique qui montre en fait, ou la page qui montre que on est en première position, deuxième Google, ou le graphique qui montre qu'on a eu une audience qui a explosé. Après, aller plus dans les détails, dans une entreprise comme dans une association comme la nôtre, où c'est pas le corps de métier, le digital et la communication, ben voilà quoi. Il faut vraiment, on passe beaucoup de temps à vulgariser. Voilà. Juste dire juste ce qu'il faut sans en rajouter, quoi. Voilà, exactement. Parce que si on en rajoute trop, en fait, on perd les gens en cours de route. Même en séance, je vois bien les gens, au bout d'un certain temps, avec Émilie au Et départ, pareil. voilà, ils baillent, voilà, ils détournent le regard. On voit tout de suite les personnes qui sont plus présentes. Puis on se dit, bon, bah, c'est bon, on les a perdus. Donc, voilà, c'est, c'est une Bah, bataille de tous les jours. c'est déjà super que tu puisses observer ça, quoi. Et aujourd'hui, tu t'occupes pas que du digital, tu t'occupes aussi de tout ce qui est, enfin, autre. Pour toi, c'est quoi le ratio digital et campagne autre que tu fais avec Ecodom? Je pense que dès le départ, j'ai dit, il y a 5 ans, dès le départ, j'ai dit, soit on fait du 100% digital, soit on va rien faire du tout. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de budget pour pouvoir faire de la communication autre que digitale, que ça soit sur des affiches ou des supports publicitaires quelconques. Donc je me suis dit du 100% digital. Et après, avec les années, on a eu 1 ou 2 années parce que nous on fonctionne aussi, on doit aller chercher les budgets pour la communication, en particulier pour Ecodom. Et 1 année ou 2, on avait eu une bonne récolte en fait au niveau du sponsoring, et on a pu faire par exemple un tram. On a pris 1 mois un tram en ville de Genève, et puis je me demande aujourd'hui encore si ce tram en ville de Genève, tout l'argent que j'ai mis là-dedans, j'aurais pas mieux fait de mettre 10 000 francs sur du digital encore, donc du SEO par exemple, encore une fois, parce que moi je supporte pas les opérations en fait où communication, t'as pas de retour direct sur l'investissement. Et puis le tram, ben voilà quoi, ben je pouvais pas, j'ai pas pu calculer précisément. J'ai vu que ça avait pas trop bien marché, etc. Donc les trams c'est bien, mais pour des boîtes comme Batmed, parce que Batmed fait du digital à 70% et a un gros budget pour pouvoir faire des actions en fait aussi physiques. Mais nous, je Et pense ils que sont déjà connus aussi. ils sont déjà connus aussi. Dès qu'on voit, ça reste après vraiment de la notoriété pure. Quand on est une marque un peu moins connue, ça va peut-être moins rester. Les gens, ils vont moins percuter tout de suite et du coup même se rappeler peut-être simplement du nom de la boîte. C'est possible. Ouais. Alors moi, ça m'intéresse de savoir, Peter, comment ça coûte une campagne comme ça? On a des maquettes qui sont fournies par les TPG, et puis j'ai travaillé avec un graphiste. Donc on a travaillé sur des maquettes, on a fait différentes formules. Là ça coûte, le graphiste il a pris je pense 2500, 3000 francs pour pouvoir faire les différentes maquettes, parce qu'il y a eu, on a dû présenter ça à la direction a refusé, on a recommencé d'autres choses, etc. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours, donc plus ou moins c'est ça. Et ensuite il a fallu payer le placement média au TPG. Le placement Voilà. média, environ, nous on a, en étant une association, on a environ un 50% là-dessus, et puis disons que ça a coûté environ autour des 10 000 francs. C'est ce que ça a coûté, quoi. Voilà. Et ça, c'est pendant Pour une combien période de de combien de temps temps? ouais, Ça, c'était combien une de temps et période sur quel tram? c'était une période de 1 mois. Et puis bon, alors voilà ce que je dois dire. Moi j'étais parti sur une campagne très pop, avec avec des personnes, des seniors en fait, qui étaient dans des situations, qui étaient à la plage, qui étaient en train de faire du sport, etc., avec pas mal de couleurs et tout. Puis finalement, on a opté pour quelque chose de plus traditionnel, avec des seniors, bah, un peu dans leur cadre de vie, avec des images peut-être un peu moins fortes, un peu moins impactantes. Et puis je me dis, bah, comme Émilie, bah, 6 mois après, je me dis, comme Émilie le disait, on n'est pas connu, donc on met des images qui sont pas impactantes à première vue. C'est difficile aussi d'attirer l'œil et de faire en sorte que le client il retienne la marque Ecodom, quoi. Voilà, sur ce tram.
Et tu peux choisir les trams. Ça veut dire que vous, je suppose que vous avez des villes qui fonctionnent un petit peu mieux que d'autres pour les ménages ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu vas pouvoir choisir ton tram, choisir ton passage parce que tu préfères qu'il passe par Lancy, Carouge, je sais pas, Oui, oui. Collonges ou ça, il y a aussi une stratégie derrière de localité en fait. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. On a des communes, on avait pris, je crois, le tram 12, mais 20%, 30% de tram 12, puis le reste c'était du tram 17. Donc il traversait effectivement les quartiers qu'on voulait. On aurait pu encore plus sectoriser avec des bus TPG par exemple, où là on est encore plus précis dans les quartiers. Après nous, c'est sur certaines communes, mais on doit pas être aussi précis que aller dans telle rue ou telle rue ou telle rue. J'ai fait aussi des campagnes politiques, et là c'était différent parce que les campagnes politiques, selon les affiches qu'on avait, on allait cibler la rue, le quartier même, etc. Faire en sorte que certaines publicités se trouvent dans certaines rues et d'autres dans d'autres rues, quoi, en fonction du quartier et puis de la manière de vote du quartier, tout simplement, avec des messages adaptés aussi, quoi, tout simplement aussi. Quoi. Comme on le fait dans le digital d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant, c'est un travail assez fin quand même, hein. Ah, là, oui, là, on avait des agences. Là, j'avais une grosse agence de data sur Nyon qui fait des clients internationaux d'habitude. Et puis, le parti politique avait investi sur ça, avait décidé d'investir, c'était en 2020. On avait 60 000 ou 70 000 francs qui étaient prévus sur des trams, des bus, etc. Et je les ai direct annulés pour pouvoir tout répercuter sur le digital. Puis effectivement, on s'est retrouvé par rapport aux autres partis, on s'est retrouvé avec plus de force de frappe. Et puis, je pense que la campagne, elle a bien fonctionné puisque voilà, la candidate, la candidate en question qu'on soutenait, elle a quand même été élue, quoi. Intéressant. Et tu faisais cette publicité sur quelle plateforme? Ça, à l'époque, c'était sur Meta, sur YouTube. On avait surtout du Facebook, du YouTube et TikTok marchait pas encore très bien. C'était le début. On avait aussi un peu d'Instagram, mais pas trop. C'était pas encore trop. Alors, Instagram était en train d'exploser, mais au niveau des publicitaires, c'était pas encore bien entré dans la tête. Pourtant, c'est la même régie. Oui, oui, mais à l'époque, je sais pas si tu pouvais faire, je me souviens plus si tu pouvais faire des sponsoring double publication comme aujourd'hui, où tu décides d'aller sur Instagram et en partie Facebook. Je crois que tu devais, c'était un sponsoring différent entre les deux entités. Ça arrive. C'est aléatoire en fait. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les personnes qui t'appellent de la part de Meta, en fait, ils cherchent, ils sont pas vraiment experts. Ils suivent un script, comme s'ils cherchaient à te vendre un abonnement Salt. Et puis moi, j'ai passé assez de temps avec eux pour maintenant vraiment limiter les appels avec eux, sauf quand j'ai un problème et que j'ai vraiment besoin d'aide. Mais sinon, c'est délicat parce que, en fait, ils s'y connaissent rien. Rien. C'est ça la réalité. Rien. Et tu vois, ils suivent des scripts. Ah, si la personne me répond ça, bah, je l'emmène là. Et puis c'est vraiment une perte de temps pour tout le monde. C'est incroyable. Si c'est un peu avancé, c'est compliqué, ouais. Mais après, ça peut arriver que tu tombes sur des profils qui t'aident aussi. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Nous, on avait, bah forcément, si tu fais des campagnes politiques, tu as deux candidates et puis il y en a une, sa publicité marche et puis elle est déjà à 50 000 vues, puis l'autre publicité a pas démarré. Après, on commence à t'accuser en interne de favoriser l'une ou l'autre. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était avec l'argent qu'ils encaissent, avec l'argent qu'on leur donne. Je trouve hallucinant ce service client. J'ai eu un problème. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Bah, ça montre aussi leur, euh, leur domination et puis leur côté, on s'en fiche en fait. En fait, c'est plutôt vous qui êtes à notre service que le contraire. C'est exactement. C'est assez curieux. Et puis on Mais le c'est voit intéressant aussi, que tu parles de... bon, je trouve qu'on le voit aussi dans la façon qu'ils ont de présenter leur support. C'est déjà compliqué à trouver. En fait, moi, j'ai déjà pas mal de clients qui m'appellent juste pour me dire comment on contacte le support, je trouve pas. Et je trouve que ça fait déjà partie de la politique, en fait, déjà, qui est un peu aussi une politique de compagnie aérienne, où quand on cherche un support, en fait, on ne le trouve pas et il faut aller dans la page. La page, c'est la page enfant enfin, on est en termes de hiérarchie à la page -17 pour y aller à 17 clics du support. Donc bon, voilà, quand on voit pas un support très clair et très rapidement, généralement, ça veut aussi dire que ils ont pas tellement envie qu'on les contacte. Non, tout ça est très bien organisé.
Ça va être très bien fait. Mais bon, après, ça reste une régie, moi, que je trouve quand même. Enfin, ça reste une plateforme en publicité payante qui reste quand même excellente, notamment parce que bah, les gens passent beaucoup de temps dessus, en fait, et que l'algorithme, il reste assez performant. Toi, quand tu as lancé ces campagnes, c'était pour faire de la notoriété, j'imagine, et puis influer le sentiment, l'opinion des votants. Euh, C'était quoi tes métriques, tes indicateurs pour savoir si tu étais dans le vrai ou pas, au-delà du nombre de vues, en fait. Moi, je me suis rendu compte de ça ces 5 dernières années. Ça sert strictement à rien de mettre un politicien sur fond vert et puis de le faire réciter un texte. Les gens, ils en ont rien à cirer de ce texte. Les gens, ils vont pas l'écouter. Ils en voient trop, etc. Donc, il faut parler de certaines il faut prendre le prétexte de la campagne pour parler de thèmes populaires qui intéressent les gens. On avait commencé la campagne 2020 avec un post sur l'éclairage public. La ville de Genève allait éteindre tous les éclairages publics et puis pendant une nuit. Et c'était la première fois qu'on faisait l'expérience. Et qu'est-ce que vous en pensez, etc. Le post, il avait cartonné. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on était venu à créer des vidéos là autour, du contenu, etc. Donc, je pense que moi, ça m'intéresse. Moi, c'est ce qui me passionne le plus, hein, les campagnes politiques. À l'Oseo aussi, on fait de la politique. Hein, c'est de la politique institutionnelle. Je veux dire, évidemment. Mais dans un parti politique, ce qui est intéressant, c'est justement, c'était comment est-ce qu'on arrive à pas retourner l'opinion, mais comment est-ce qu'on arrive à influencer l'opinion ou à influencer le groupe d'électeurs qui doit être capable de faire basculer la campagne. Donc voilà, ça je suis étonné en Suisse. Après, voilà, je suis étonné en Suisse du niveau du niveau très bas en politique de l'utilisation du digital, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut faire des réseaux, faire des pages web, etc., uniquement en période d'élection ou bien de votation, et puis tout le reste de l'année, on fait pas une campagne. En fait, il faudrait des campagnes continuelles, annuelles. Et ça, on s'en occupe pas. Et en Suisse, je trouve qu'il y a un sévère retard par rapport au pays. Regardez ce que regardez ce qu'a fait Macron, regardez ce qu'a au niveau digital, toutes les innovations qu'il a amenées, les innovations qu'a amené Mélenchon aussi au niveau du digital. En Italie, on a un parti politique qui a pris pendant 5 ans, ils ont pris le pouvoir en Italie avec le digital. On a vu ce qui s'est passé au Brexit, on a vu Obama 1, etc. Donc je suis assez étonné qu'avec tous ces exemples, avec toute cette histoire qu'aujourd'hui les politiciens suisses se soient pas emparés de cette question. Mais il faudrait quand même un budget qui soit consacré au digital en permanence, quoi. Voilà, Et puis en plus, ça permettrait de récolter et puis d'identifier, bah, comme tu as fait pour le site de l'Oseo, en fait. Qu'est-ce qui fonctionne comme sujet, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui mobilise pas. Et en fait, ça, c'est un travail de fond qui paie pile au moment où tu as vraiment des votations. Donc c'est vrai que stratégiquement, ça pose question sur cette opportunité manquée, en fait. c'est ça, c'est ça. Et des partis sont allés assez loin. Il y avait le PDC, quand il s'appelait encore PDC, en 2023, je crois, élection fédérale, ou 2021, 2023, je sais plus, qui a fait du 100% digital. Mais c'est un peu ce qu'on s'est rendu compte, que ce soit pour la politique ou le e-commerce. On a l'impression qu'il y a quelque chose de culturel en Suisse, où les gens ils sont un peu plus frileux et un petit peu moins innovants. Et on le remarque avec nos clients qui sont suisses, mais aussi français. On a l'impression qu'en Suisse c'est plus compliqué, ils sont moins éduqués et ils ont moins cette envie La décision elle est plus lente en Suisse. En France, on a l'impression que quand on travaille avec des e-commerce, que on signe plus rapidement. Ils sont beaucoup. Enfin moi, tu me diras aussi Arnaud ce que t'en penses, mais je les trouve beaucoup plus éduqués en fait, et ils sont beaucoup plus dans la prise de risque dans le digital qu'en Suisse. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu en retard. Je pense que qu'il y a une éducation numérique qui est beaucoup plus forte en France
qu'en Suisse. Alors attention, hein, parce qu'au niveau numérique, il y a aussi du côté de l'EPFL ou de l'université de l'EPFZ aussi. Il y a beaucoup de projets novateurs, etc., des startups dans le domaine du digital. Mais si on accepte ces pôles d'études, c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est que ça marche, le business il marche. Donc, je travaille par exemple avec une agence, son business il marche depuis une dizaine d'années. Et puis, tout d'un coup, la page Instagram ou la page TikTok, elle n'est pas si importante, on la développe, on ne veut pas vraiment mettre de l'argent parce que de toute façon, il faudrait prendre sur un budget, mais le budget, ça fonctionne quand même sans ça, etc. Et moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'entreprises suisses qui vont, qui vont prendre la porte en pleine figure. Parce que business, mais n'importe quel business, aujourd'hui, tu peux pas dire je m'occupe pas de mon e-commerce ou je réfléchis pas en tout cas, je réfléchis pas à mes réseaux, je réfléchis pas à ma communication digitale, quoi, en gros, quoi. Donc voilà. Ah, c'est un terrain. Si tu occupes pas ce terrain-là, d'autres vont l'occuper pour toi en fait. Donc à un moment, ça va probablement devenir une menace existentielle. Exactement. Pour revenir un petit peu à Ecodom, comment vous faites pour concilier l'engagement social et l'équilibre économique? Parce que j'imagine du coup que vous priorisez quand même tout ce qui est voilà, tout ce qui est social. Comment vous faites pour voilà, pour que la facture soit bonne à la fin du mois? Disons que voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une entreprise sociale. Parce que c'est vrai que les bénéfices éventuellement qui sont faits, ils sont réinvestis au service des collaboratrices et des collaborateurs, notamment à travers des formations. Là, par exemple, il y a une centaine de femmes de ménage qui sont formées pendant toute l'année via l'IMAD. Et puis, elles sont bien payées. Aussi nos femmes de ménage. On a versé l'année passée avec l'ensemble on a deux entreprises en fait sociales. Avec l'ensemble de ces deux entreprises, on a reversé à l'économie genevoise 4,5 millions de salaires. Donc ce qui est quand même un chiffre, ce qui est quand même un beau chiffre. Donc le but c'est de effectivement meilleures conditions de travail et puis meilleures conditions de travail et service meilleur aussi, le plus éthique possible aussi pour le client. Donc c'est vrai que des fois, voilà, nos tarifs, faudrait qu'ils soient beaucoup plus hauts pour être rentable à 100%. Et puis, voilà, nos tarifs, ils sont quand même un tout petit peu plus bas que ceux de la concurrence, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi le risque de prendre une femme de ménage au black, puisque finalement votre engagement éthique, c'est de lutter contre ce travail au noir. Aujourd'hui, on a quel risque si à Genève on engage sa femme de ménage, enfin du coup on l'engage pas de cette façon-là, sans contrat. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, je dois nettoyer. J'ai des nouvelles fenêtres double vitrage depuis 3 mois. Je dois laver ces fenêtres. Je prends une femme de ménage. Je reçois plein de papiers dans ma boîte aux lettres avec des numéros de téléphone. Je fais vos vitres, je fais votre ménage, etc. Je téléphone à une de ces personnes. Elle vient chez moi. Elle commence les vitres. Elle se met sur. J'ai une petite échelle tout à fait réglementaire. Elle se met sur cette échelle. Elle tombe. Elle se casse un doigt, un bras, etc. C'est les problèmes qui commencent, quoi, pour la personne qui l'a engagé. Les sanctions, elles peuvent être assez sévères derrière sur le travail au noir. Donc moi, je conseille jamais, surtout une femme de ménage, parce qu'elle peut se blesser à n'importe quel moment. Et du coup, toutes vos femmes de ménage, elles sont engagées par Ecodom ou bien par le client? Non, par Ecodom. En termes d'administration. C'est nous, on gère toute l'administration. Donc eux, les clients, ils font un contrat avec Ecodom et puis c'est Ecodom qui gère tout. Et c'est Ecodom qui gère la femme de ménage aussi si ça se passe mal, s'il y a un remplacement à faire, etc., etc. Donc c'est ça l'avantage. Les femmes de ménage, les auxiliaires de vie chez nous se concentrent sur leur job, et le job avec le client. Et donc le client, il a aucune charge administrative, tout est pris en charge en fait par vous, que ce soit le recrutement ou bien tout. C'est ça l'avantage, quoi. Voilà. Après c'est ça. Ouais, en fait, c'est un peu le Ecodom finalement, c'est un petit peu le zéro tracas
quand on a envie de prendre une femme de ménage et passer et pas passer en direct, Bah, quoi. je vais vous prendre comme communicante pour m'aider à faire les prochains slogans. Je vais te prendre comme communicante. Ouais, c'est ça. Elle est hyper Ouais, forte. bah ouais, pour ça, oui. Mais c'est exactement ça. Est-ce que tu testes parfois des nouveaux moyens d'acquisition? Tout à l'heure, tu as parlé pour la partie électorale, tu as parlé de YouTube. Mais et c'est vrai que ça, c'est YouTube, c'est un élément pour faire de la notoriété qui est quand même assez intéressant. Euh, Parce que typiquement sur certains formats, on a les 5 secondes, les 5 premières secondes qui sont gratuites en fait d'une certaine manière. Euh, bon, même si on met le budget, à la fin on paye toujours, hein, faut pas se leurrer, mais c'est vrai que YouTube c'est un canal sur la notoriété qui est à mon avis un peu sous-estimé en Suisse et qui permet en tout cas de faire passer des messages et puis de travailler un canal sur lequel les gens sont beaucoup de gens vont sur YouTube. Aujourd'hui, on a YouTube sur l'ordinateur, sur le smartphone, sur les télés connectées. Est-ce que ça, par exemple, est-ce que YouTube, ça peut ponctuellement pour toi être un canal pour Ecodom pour faire parler de vous et puis sensibiliser sur ce que vous faites, Bah, quoi. disons qu'on a essayé de faire on a fait deux, trois clips publicitaires ces dernières années. Et puis ces clips publicitaires, on a essayé de les faire tourner tout le temps sur YouTube, justement, parce qu'on se disait notoriété, quoi, hein, pas acquisition de clients directs, mais comme notoriété. Donc moi, je pense que c'est hyper intéressant. Euh, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est aussi hyper intéressant d'être sur TikTok. Il faudrait y être, même pour Ecodom, avec des vidéos adaptées aux 35-40 ans. Et puis même l'âge, l'âge, il a un peu augmenté. La moyenne d'âge, elle a un peu augmenté chez TikTok. On se rend compte que c'est plus ou moins comme Instagram. Donc ça veut dire que tu as aussi des gens de 40 ans dont les parents arrivent à la retraite et qui sont intéressés aussi parce qu'on parle aussi aux enfants des parents. Donc moi, par exemple, voilà, j'ai mes parents, à un moment donné, j'avais besoin d'aide à domicile pour eux. Donc je pense que YouTube, oui. Et puis des médias un peu aussi comme TikTok, quoi. Moi, j'ai fait un peu de pub sur TikTok, mais j'aimerais bien l'utiliser beaucoup plus, quoi, ce canal. Et donc, ce qui t'empêche aujourd'hui, c'est quoi? C'est des moyens de production vidéo ou plutôt du budget pour la Plutôt diffusion? des moyens de production vidéo, plutôt des vidéos intéressantes en fait, calibrées en fait pour YouTube avec le message aide à domicile. C'est plutôt ça, et plutôt le temps de le faire. Là, on a fait une vidéo avec le Servette FC féminin, avec un comédien de 78 ans. Et ils ont échangé quelques ballons. On comprend jeu d'équipe à la maison et puis sur le terrain. Puis après, on les voit jouer ensemble. Puis voilà quoi. Service à domicile Ecodom. Et puis, par contre, je me suis rendu compte que ça n'a pas très bien marché pour l'instant. Euh, je me rends compte que les clips publicitaires comme on les entendait comme on les entendait à la TV peut-être il y a 20 ans, ben c'est pas trop ça qui marche quoi. On est plus sur autre chose, quoi. On est plus sur une mise en avant par un influenceur, une histoire originale racontée d'une manière justement sur l'entreprise de manière originale. Mais je pense que ces clips vidéo bien léchés, voilà, produits, voilà. Vas-y. Ça nécessite quand même des personnes dédiées à ça à 100%. Enfin, je veux dire, c'est vrai que la vidéo, c'est un très bon moyen d'atteindre les gens et parfois des vidéos de qualité moyenne, c'est-à-dire faites à la maison, peuvent très bien faire le job. Néanmoins, même si on peut faire des bonnes vidéos avec un smartphone ou avec une caméra à 200 ou 500 francs, il n'en reste pas moins que c'est quand même du travail, écrire les scripts, répondre enfin, avoir vraiment une ligne éditoriale, tester, diffuser, enfin, il faut quand même quelqu'un qui soit à la diffusion et à la production, au montage, enfin, c'est du Ouais. boulot, en fait, c'est du beaucoup de temps passé, quoi. Ouais, ouais, bah voilà, c'est ça, quoi. Moi, j'ai plus, c'est pas que j'ai plus envie, mais c'est que c'est tout ce que tu dis, moi, je dois le prendre sur moi, parce que généralement, bah, c'est moi qui joue ce rôle-là. J'ai une équipe, j'ai un graphiste, j'ai deux caméramans, j'ai un monteur, mais tu dois tout le temps être là à chaque étape, en tant que réalisateur, en tant que producteur. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Moi, j'aimerais plus trouver des modes de production plus légers,
avec des vidéos, avec des pas forcément des vidéos qui soient hyper bien au niveau visuel, mais avec construite de manière à ce que tu la regardes, quoi. Voilà. Construite en fonction de comment le public va la regarder, quoi. Mais est-ce que du coup, tu as exploré des plateformes type Fiverr ou des choses comme ça pour ce qu'on appelle les créateurs UGC? Je sais pas si tu étais familier avec Non? ce terme-là. UGC, ça veut dire User Generated Ok. Content. Donc en fait, historiquement, c'est du contenu généré par les utilisateurs. C'était par les clients d'une marque ou par les utilisateurs d'un service qui faisaient un retour, tu vois, face cam avec leur téléphone. Et en fait, ces formats-là ont été utilisés, alors ça fait quand même maintenant aux États-Unis, ça fait six Ouais, tout sept à fait. ans, hein, et puis c'est arrivé en France il y a 3 ans. Euh, et ça a cartonné parce qu'en fait, c'était un format qui était authentique. C'est venu après un peu la mode des influenceurs. Les influenceurs, ils avaient été énormément sollicités. Et puis, le grand public était quand même maintenant plus éduqué au fait que les influenceurs n'étaient pas nécessairement des gens qui voulaient notre bien ou qui faisaient des vidéos de promotion pour notre bien. Donc, c'est venu un petit peu après cette période-là. Et donc, c'était des monsieur et madame tout le monde qui prenaient la parole en tant que consommateur d'une marque. Et aujourd'hui, en fait, tu as des gens, des hommes, des femmes de tous âges, qui proposent leur service, en fait, de justement se filmer comme ça pour des formats un peu authentiques, un peu faits à la maison, pas trop polissés, justement. Donc, ça veut dire que quand tu passes, quand tu entres sur Instagram ou sur TikTok, tu es en train de scroller, ton œil, il est pas immédiatement, il identifie pas immédiatement que c'est une publicité. Donc, du coup, il y a un effet où on peut regarder. Et donc ça, ces gens-là, tu peux les contracter en fait sur des plateformes. Tu peux si tu tapes UGC Creator sur TikTok, tu vas trouver énormément de gens qui proposent ça. Et c'est pas nécessaire. Et donc toi, tu leur envoies ton script en fait. Et eux, ils font, bah, ils te jouent le truc quoi. Mais je suis sûr que tu en as déjà vu Oui, passer oui, oui, plein. oui. C'est juste que tu Le connais. concept, je Tu le vois ce que je connais veux dire? bien. C'est vrai on voit pas mal de ça passer, notamment Batman. C'était dernièrement, les stories étaient faites par des clientes qui se filmaient elles-mêmes avant et après le ménage, et puis qui publiaient sur leur Voilà. page. Avant, Voilà. Et après. puis Batman Classique. republiait. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Donc on a un truc, par exemple, maintenant, on a des permanences numériques avec la ville de Genève, et c'est ça qui va être fait la semaine prochaine. On va développer des stories UCG la semaine prochaine avec la ville de Genève, ouais, effectivement. Ça, du coup, ça peut te permettre d'avoir un flux vidéo constant sur des angles marketing différents. Puis l'avantage, c'est qu'aussi, si tu jamais, je sais pas, tu souhaites faire une campagne auprès des hommes célibataires, imaginons, tu vois. Les hommes célibataires de 35 à 50 ans ou de 35 à 40 ans, bah, tu prends tes personas marketing qui ressemblent aux personnes à qui tu veux t'adresser avec leurs propres problèmes. C'est un bon conseil, hein. C'est un très bon. Euh, c'est- Avant, c'était mes enfants qui le faisaient, maintenant ils sont partis à l'uni. Ils sont- J'ai plus de force de travail. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis c'est vrai que ce contenu des fois léché, j'ai l'impression, il est comme il est un peu perceptible à l'œil aujourd'hui. C'est comme les images, les images qui viennent de banques d'images. On est vraiment très sensible. Puis du coup, et ça manque un peu d'émotion d'avoir ce type de contenu là qui coûte finalement en fait vraiment beaucoup moins cher en plus qu'un contenu vidéo. Euh, Vraiment un contenu pro. Eh ben, ça touche, c'est plus émotionnel, ça passe mieux, surtout sur les réseaux. Et parce que c'est imparfait aussi. Tout à fait. Et c'est imparfait, ouais, ouais. Je crois on aime bien finalement. Et c'est intéressant parce que tu as parlé du partenariat que tu as fait avec l'équipe de foot féminine du Servette. C'est eux qui t'ont contacté, c'est toi qui les as contactés. Ça vient d'où ce partenariat? Bah, il fallait trouver l'année passée, au mois de juin, juillet, il fallait trouver une idée pour une campagne de notoriété. Et puis, j'ai commencé à voir un peu des articles à gauche à droite sur le football féminin en prévision de l'Eurofoot en Suisse. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, c'est un produit qui peut faire ressortir certaines émotions et qui est proche aussi du public, parce que c'est un public complètement différent qui va voir les matchs de football féminin. Et puis, on n'a pas tout cet aspect de violence, on n'a pas. C'est un chouette moyen, quoi. Voilà. Et c'est venu à mon initiative, puis après, on a construit ce partenariat gentiment avec le Servette. Et puis, voilà, on aura bientôt un Oseo Day, on va sponsoriser un match. Euh,
du Servette FC féminin, on sera tous présents. Donc c'était aussi une sorte de test pour tester en fait un support différent que le tram, par exemple, pour la note. T'as quand même pas mal d'idées, hein. Franchement, tu testes plein de trucs, c'est super intéressant, c'est cool, quoi. C'est un chouette terrain de jeu, ouais. C'est un chouette terrain, ouais, ouais. Ça, c'est ça que j'aime bien avec Ecodom aussi, la diversité. Après, je dois avouer que au niveau des idées, bah, c'est ce qui me tracasse le plus l'esprit parce que j'ai l'impression que bah, je peux pas être tout seul, être une boîte à idées en permanence. Et puis j'aurais besoin en fait de plus de soutien au niveau des idées, mais c'est un vœu pieux parce que je vois pas comment dans une entreprise en fait généralement le responsable communication il se retrouve souvent dans la même situation que moi où il est tout seul dans une grosse boîte à devoir assurer en fait la communication. Donc voilà, les idées manquent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, les idées sont difficiles à développer parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais c'est ce qui fait le sel du métier, à mon avis. Voilà, le développement d'idées. C'est ça qui est chouette, quoi. Et puis, c'est quoi les futures idées? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de tester? Bah, tu as parlé un petit peu de TikTok, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres canaux qui t'appellent ou qui te font de l'œil en tout cas? Non, à part TikTok, l'année passée, il y a 2 ans, je pensais à Twitch. C'est Ah ouais. Twitch. Je trouvais que c'était intéressant, les débats, les communautés qui se construisaient là autour, etc. Puis aujourd'hui, c'est plus le seul truc qui me donne envie qui me donne envie maintenant de tester, c'est au niveau digital, c'est TikTok, quoi, un peu plus, quoi. Toi, tu y passes personnellement du temps sur Bah, le cette problème, plateforme c'est pour te ça, divertir non, ou... je passe. Le problème, il est là, quoi. C'est que moi, je suis plus sur. Maintenant, j'ai quand même dévié sur Instagram versus Facebook. Donc, j'ai 60-70% d'Instagram et 20-30% de Facebook, mais TikTok très peu, quoi. Je me suis, souvent, enfin, une fois par semaine, j'y vais, j'essaye de scroller un peu, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris l'habitude, quoi, malheureusement. T'as une plateforme qui est un peu sous-estimée que moi je recommande toujours de tester ici en Suisse. C'est Ah ouais, Pinterest. ouais, ouais. Parce que alors, suivant qui tu veux cibler, hein, Pinterest historiquement, puis c'est encore le cas, c'est une plateforme dont l'audience est quand même à 70% quand même féminine, hein. Mais c'est une plateforme qui est assez différente des autres dans le sens où tu peux travailler sur des éléments de mots-clés parce que c'est une plateforme de recherche en fait, hein. Et évidemment, tu peux aussi, quand tu fais des pubs, faire par intérêt. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est quand même beaucoup moins compétitive. Alors, tu as moins d'audience hein, que sur Meta, même que sur TikTok. Cependant, pour des petits budgets, franchement, c'est quand même assez intéressant. Et tu peux tester de la vidéo, tu peux tester plein de choses. C'est une plateforme alors ça marche pas à tous les coups. Moi, j'ai des clients avec qui je travaille, e-commerce ou non, plus souvent e-commerce quand même, euh, pour qui ça peut vraiment marcher bof. Alors que tu te dis, ouais, leur audience est là. Et d'autres pour lesquels vraiment ça marche très très bien. Donc c'est un peu une plateforme sous-estimée parce qu'elle est un peu sous les radars. Elle est un peu, tu vois, vue comme une plateforme de mode, de, De déco. de déco, ce qu'elle est hein, quand même. Faut pas Mhm. non plus. Mais mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont dessus. Et puis c'est une plateforme qui est assez tranquille. C'est-à-dire que Facebook, moi je fais beaucoup de campagnes publicitaires sur Facebook. Et je n'ai jamais autant de commentaires haineux que sur cette plateforme. Haineux ou idiots, ce que t'as pas du tout sur Non. Instagram. En fait, sur Instagram, t'as très peu de commentaires dans tes posts de publicitaires. Facebook, je sais pas comment est designée cette plateforme, mais ça génère vraiment des remarques très, Violente. très violentes, très idiotes. Et bon, Pinterest, t'as rien du tout de tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un environnement qui est assez positif et dans lequel les gens se projettent en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est une plateforme inspirationnelle. Les gens vont là-bas pour s'inspirer, pour les voyages, pour la déco, pour machin. Et donc, il y a quand même ce sentiment aussi de se projeter un peu en avant. Et donc, pour la notoriété, franchement, ça peut être un élément intéressant à tester, quoi, sur des budgets assez limités. Ça se teste. Sur la génération de leads, je sais pas trop. Mais voilà. Pour J'ai une ceux qui nous anecdote, écoutent. j'ai une anecdote rigolote avec Ecodom sur Facebook et les commentaires des fois un peu désagréables. On avait fait une campagne et du coup je m'étais dit ce qui serait chouette c'est
puisqu'on a toujours la vision de la femme de ménage, c'est une femme. Et je m'étais dit, je vais faire une pub et je vais mettre un homme. Et ça va un petit peu changer. Et puis c'est aussi un petit peu sympa. Et du coup, j'étais un petit peu fière de moi en me disant, voilà, on casse un peu les codes, on essaie de montrer quelque chose de différent. Et il s'avère que cet homme était métis. Et du coup, le premier commentaire qui a été reçu, c'est finalement, les agents de ménage, c'est jamais des Suisses. Et du coup, je me Ah suis dit, bon, mince, ouais, alors excellent. ça n'a pas du tout fait l'effet escompté. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que finalement, c'est hyper rare de voir un homme de ménage. Et ouais, et Facebook, en fait, dans le commentaire un peu désagréable, ils sont toujours là, peu importe ce qu'on essaie de faire, en fait. C'est toujours un peu, voilà, Facebook, c'est assez compliqué. Il y a toujours des retours un peu négatifs, mais du coup, ça m'avait fait rire. Mais c'est intéressant que tu dis ça, Émilie, parce que moi, parfois, j'essaye de recommander à mes clients qui vont faire de la pub sur Facebook et qui ont un produit un peu grand public, d'avoir un angle un peu, comment dire, un peu clivant. Alors, faut que ça reste dans les codes de la marque. Faut pas non plus. Alors, et ça, c'est un truc un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que les marques, elles veulent toujours être aimées de tout le monde. On veut pas surtout faire de vagues et tout. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué à plusieurs reprises, c'est que des posts publicitaires dans lesquels tout d'un coup il y a un débat qui se forme dans la section commentaires sur un sujet qui est généré par ta publicité, mais c'est un booster de vente, mais fou. Parce qu'en fait, ce que veut Meta de manière générale, c'est que tu restes longtemps, le plus longtemps possible sur la plateforme. Comme ça, lui, il diffuse des pubs dans son inventaire et puis il collecte de l'information sur tes interactions et tout. Donc le côté commentaire, c'est de l'or en barre pour lui. Et donc moi je m'apercevais que finalement, mon coût pour toucher 1000 personnes, il passait, je sais pas, de 8 francs à 90 centimes. Parce qu'en fait, la section commentaires était en feu. Et donc il y avait une portée organique qui était plus importante que la portée publicitaire que je payais sur le même poste. Et donc mes ventes, en l'occurrence, c'était un poste pour vendre je sais plus exactement quoi, et c'était incroyable. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait jamais. Et à la fin, on a dû finir avec 250, 300 commentaires, 3000 likes. Et le fait que les gens voient ça, du coup, en fait, ils se disent, attends, il y a un truc qui se passe. Ils s'arrêtent sur le post. Soit ils cliquent, soit ils commentent, ils remettent une pièce dans la machine. Mais parfois, c'est ce que j'essaie de faire ou de reproduire avec l'accord de mes clients en disant, ah, on essaie de lancer un débat, on voit si ça marche. En général, quand on essaie de le provoquer, ça marche pas vraiment. Mais quand ça marche, il faut y aller Ah à ouais, fond. c'est sûr. Excellent. Et du coup, on a parlé un petit peu du coup Meta et Pinterest Ads. T'arrives toi à nous donner un peu, Arnaud, ton, alors je sais pas si ton coût par 1000 impressions ou je sais pas comment ça marche les deux plateformes spécifiquement. Tu t'arrives à nous faire un petit peu un petit comparatif entre Pinterest et puis Meta Ads pour qu'on se rende compte parce que t'as dit que c'était moins cher, mais à quel point Ouais, c'est bien moins sûr. cher? Typiquement alors en Suisse, hein, je vais vous dire en Suisse, le CPM. Là, je vais vous prendre un exemple très très basique sur une campagne que je fais en Suisse romande en ce moment. Et mon CPM, il est à 6 francs, Sur quelle ce qui est plateforme? sur Meta. Et là, je suis à 1 franc 16 sur Pinterest. Là, sur Pinterest, je suis à 12 centimes versus Meta où je suis à... Donc ouais, il y a quand même une grosse différence. Après, le truc, c'est que sur Meta, tu vas quand même en Suisse, et ailleurs d'ailleurs, sur Meta, tu vas quand même pouvoir toucher beaucoup plus de monde. C'est aussi ça le truc, quoi. C'est-à-dire que sur Pinterest, l'audience, elle est quand même plus réduite. Sur Meta, en Suisse, en fait, l'audience globale, en Suisse romande, c'est 1 800 000 personnes. 1 Ah ouais, 800 quand 000 même. personnes. Si jamais tu décides, si jamais tu décides de toucher hommes-femmes de 18 à 64 et plus. Sur Pinterest, de mémoire, c'est 400 000 personnes sur la Suisse entière, je crois. Ou sur la Suisse romande, je sais. Non, en fait, sur toute la Suisse, en langue française. Voilà. C'est 400 000. Donc c'est quand même moins de monde, et c'est une audience qui est plus féminine. Ouais, mais à budget, c'est aussi des campagnes, je suppose, qui peuvent traîner sur des mois. Et que du coup, tu te Exa- pour toucher, parce qu'en fait, t'es content si tu touches 400 000 personnes avec ton Meta Ads.
en peut-être un mois. Et finalement, peut-être que c'est quelque chose que tu vas pouvoir atteindre sur Pinterest. Voilà, peut-être c'est des campagnes qui sont un peu plus longues, je suppose. Ouais, c'est des campagnes qui sont plus longues. Déjà, Pinterest, il a un algorithme qui est un peu plus long que Meta, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision sur est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, sur Meta, moi j'attends en général 4-5 jours. Aujourd'hui, sur Pinterest, même quand tu as un compte qui a de la data, faut quand même attendre 7, 8, 10 jours. 10 jours, c'est bien. Pour te faire une idée. Maintenant, l'avantage de Pinterest, c'est que ça permet, si tu veux faire de la campagne multicanal et du coup toucher plus de gens, c'est-à-dire que tu vas, en général, les gens qui sont sur Instagram, qui sont sur Pinterest, ils sont aussi sur Instagram et peut-être sur TikTok. Donc, il peut y avoir un côté vertueux à être sur les différentes plateformes pour pas très cher, et ça donne une impression que la marque elle est importante, qu'elle est vraiment en place. Ça donne un élément de réassurance. Donc si tu peux faire pour la notoriété, tu vois, Pinterest, YouTube, et puis pour la conversion Meta, C'est pas mal. excellent, ouais. Ouais, Tu peux pour faire aussi faire du multicanal. retargeting. Ouais. Voilà. Tu fais du retargeting sur Pinterest et sur YouTube des personnes que tu as envoyées depuis Meta. Moi, à une époque, ce que je faisais pour une marque de textile, de mode, je faisais 70% de mon budget sur Pinterest parce que le coût par clic était pas cher, le CPM était pas cher et tout. Et j'avais des résultats. Et par contre, je faisais du retargeting Ouais, sur Instagram. Ça marchait pas mal. Bonne Bon, idée. chacun a sa recette. Faut tester de toute façon. Faut C'est toujours ça. tester. Ouais, c'est la règle d'or. C'est et la je pense règle de que base. Peter, tu Peter, l'as il bien teste compris. des choses tout le temps et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et si tu avais un message à faire passer à ceux qui hésitent encore à passer par un service éthique comme Ecodom, ce serait quoi en mot de la préfin? Par exemple, si vous devez choisir, si on doit choisir les services d'Ecodom sous l'angle de l'aide à la personne, ben, pensez à vos parents et puis dites-vous qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez le plus pour vos parents, qu'on s'occupe de vos parents avec des personnes formées, avec des personnes qui peuvent détecter certains signes, ou bien avec des personnes qui sont au black et qui n'ont peut-être pas toute la formation nécessaire. Donc, donnez le meilleur à vos proches, quoi, c'est ça. Et ensuite, j'ai ma toute dernière question. Là, c'est la question, il n'y a pas que le e-commerce dans la vie. C'est une question qu'on pose à tous nos à tous nos invités. Est-ce que tu as une suggestion podcast, série Netflix, destination voyage, livre à partager à l'audience qui a envie de faire une petite pause dans Ouais, le monde du business? il y a une série là qui vient de sortir sur Netflix, c'est 48 minutes, c'est même pas une série, donc c'est juste un documentaire sur un vrai projet X qui a eu lieu à Amsterdam en 2012, enfin en Hollande, pardon. Et puis c'est l'histoire d'un petit village de 10 000 habitants en Hollande, une petite banlieue riche qui se transforme en projet X suite à l'invitation d'une fille de 16 ans à un anniversaire qu'elle a malheureusement mis en mode public et pas en mode privé. Et puis voilà, donc ça passe comme une lettre à la poste. Vous le regardez d'un coup, voilà, vous aurez de belles surprises dans ce documentaire. Je crois que je vais regarder ça. Ça s'appelle comment? Est-ce que ça s'appelle projet? Attends, je vais te dire. Est-ce que ça s'appelle projet X directement? Non, je pense pas. Projet A, le vrai projet X, je crois que ça s'appelle. Le vrai Ok, projet X. trop bien. Mais en tout cas, c'était super intéressant, Peter. Moi, j'ai appris plein de trucs et je trouve que Ecodom, ils ont de la chance de t'avoir. Vous êtes gentil, mais moi j'ai pas mal appris de trucs et c'était une discussion intéressante aussi pour moi, très intéressante. Merci beaucoup. Génial. Trop bien. Merci mille fois Merci à d'être vous de venu. m'avoir invité surtout.